L'Europe est au programme de première et il ne faut pas confondre l'Europe, le territoire, le continent, et l'Union européenne, qui est une organisation économique et politique. Alors cette question permet de faire le clair sur cette différence et de montrer comment l'Europe, qui s'est donc transformée en Union européenne, gère ce territoire où un certain nombre de pays collaborent ensemble. Alors, on va d'abord se demander, qu'est-ce que l'Europe ? L'Europe n'est pas un continent au sens géomorphologique, mais c'est un continent au sens politique et culturel. C'est un continent dont les limites sont difficiles à définir. Si à l'ouest, au nord, au sud, on voit qu'il y a des espaces maritimes qui bornent l'Europe, qui en constituent les limites, à l'est, c'est beaucoup plus délicat. On va dire que les monts Oural constitue la limite orientale de l'Europe, en Russie, mais c'est une frontière artificielle. De même, le détroit du Bosphore exclut la plus grande partie de la Turquie de l'Europe, mais c'est pareil, c'est une limite qui a été décidée de façon un petit peu arbitraire. Tout ça pour dire qu'on peut très bien imaginer une extension, finalement, de l'espace européen à des territoires qui sont plus à l'est. Alors, ce continent, comme on le voit, est politiquement très morcelé, puisque l'Europe compte une cinquantaine d'États, qui sont des États de petite taille, qui arrivent à coexister parce que l'Europe est en paix. Et ces États sont petits parce qu'ils résultent notamment de la fragmentation politique de l'Europe après la chute du communisme. On peut prendre l'exemple de la Tchécoslovaquie qui s'est divisée en deux États, ou de la Yougoslavie qui a éclaté à partir des années 1980-1990. Donc l'Europe est le continent des petits États. Alors, y a-t-il une identité européenne ? On peut dire que oui. Il y a une identité, d'abord, au plan des milieux. L'Europe est essentiellement soumise à un climat tempéré. C'est un territoire dans lequel le relief fait rarement obstacle. Et c'est un territoire qui est globalement favorable à l'activité humaine. Au plan culturel, l'Europe a un passé, c'est un territoire dont le développement est très ancien. C'est un territoire qui est marqué à l'époque moderne par l'humanisme, par la Renaissance, qui est marqué plus tard par l'invention des révolutions industrielles en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, qui est marqué également par la colonisation. L'Europe est un territoire qui est sorti de lui-même au XIXe siècle pour aller conquérir d'autres territoires dont il reste encore aujourd'hui des confettis. Politiquement, l'Europe se caractérise aujourd'hui par la prédominance de la démocratie, ainsi que par la prédominance de l'État-nation, c'est-à-dire qu'à chaque État européen correspond une nation. Enfin, on dira que l'Europe, qui est un territoire extrêmement urbanisé, est marquée par une très forte anthropisation, mot très important du programme de première, c'est-à-dire par une emprise des hommes sur des milieux qui ne sont plus guère naturels. Alors, l'Union européenne, qui a vu le jour en 1992, est un espace tout à fait original. C'est un espace qui s'est étendu progressivement, puisque depuis la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, nous sommes passés de 6 États, les États fondateurs, à 28 aujourd'hui. Si bien qu'aujourd'hui, on a comme une espèce de coïncidence de l'Union européenne et du continent européen. Il n'y a plus que de rares États, comme la Suisse ou la Norvège, qui ne font pas partie de l'ensemble européen. Cette extension progressive a évidemment des conséquences que nous allons examiner maintenant, notamment au niveau des politiques communes. Alors, le principe qui prévaut dans l'Union européenne, c'est le principe de supranationalité, c'est-à-dire que les États membres ont accepté d'abandonner une partie de leur souveraineté qu'ils ont confiée aux institutions européennes. Comme on le sait, la Commission européenne, le gouvernement européen, décide parfois à la place des États membres. L'euro, par exemple, en est un bon exemple. Il y a d'autres politiques communes qu'on peut mentionner. La politique agricole commune, qui remonte à 1962, ou la politique
européenne de sécurité et de défense qui est plus tardive et qui est l'embryon d'une politique militaire un petit peu difficile à créer entre les différents pays européens. Alors, il est clair qu'avec une extension à 28, on a aujourd'hui une très grande diversité du territoire européen, avec des différences socio-économiques qui sont très importantes. Les pays d'Europe de l'Ouest ou d'Europe du Nord sont plus développés, sont plus riches que les pays d'Europe orientale, dont on rappelle qu'ils sont entrés massivement à partir de 2004 dans l'Union européenne. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'à partir de la dorsale européenne, qui est le lieu de plus grande activité et de plus grande densité, on a une espèce de gradient de développement qui tend à s'atténuer à mesure qu'on va vers le sud. La Grèce est moins développée, moins riche que l'Allemagne, et à mesure qu'on va vers l'ouest ou vers l'est, c'est-à-dire que le Portugal ou les anciennes démocraties populaires sont moins avancées que ne le sont les pays du centre de l'Europe. Comment gérer cet espace, qui est aujourd'hui un espace peuplé, 500 millions d'habitants et nombreux? Eh bien, ces disparités, il faut les prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut aider les territoires qui sont plus en difficulté que d'autres. Le Fonds européen de développement économique régional a pour objectif de venir en aide aux régions qui sont un peu en retard. Alors, on pense évidemment aux territoires qu'on a cités, par exemple les territoires d'Europe de l'Est, mais ça peut concerner aussi des régions beaucoup plus anciennement intégrées dans l'Europe, mais qui sont en difficulté économique, comme les régions enclavées de la France, ou la Corse par exemple, ou les anciennes régions minières du Royaume-Uni. Alors, ces disparités entraînent aussi une concurrence entre les États européens, puisque la main-d'œuvre, par exemple, des pays récemment rentrés, est beaucoup moins coûteuse que celle des pays plus vieux, plus anciennement intégrés dans l'Europe, et la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'espace Schengen crée une compétition économique entre les différentes populations actives. L'Europe regarde au-delà de ses frontières, ce n'est pas un espace fermé, et élaborer des politiques de voisinage qui consistent à entretenir des rapports amicaux, mais aussi économiques, avec ses voisins immédiats. On peut en citer deux. Il y a une politique de voisinage qui a été établie avec l'autre rive de la Méditerranée, c'est-à-dire notamment l'Afrique du Nord. C'est ce qu'on appelle le partenariat euro-méditerranée. Et également une politique de voisinage qui est un petit peu plus compliquée à maintenir aujourd'hui entre les pays qui sont à l'est de l'Europe, c'est-à-dire les anciennes républiques socialistes soviétiques, voire même la Russie. Alors aujourd'hui, on est toujours un petit peu à un tournant lorsqu'on évoque l'Europe, mais on constate que tous les pays européens n'ont pas la même vision de l'organisation européenne. On peut opposer la vision allemande, qui est une vision très orthodoxe en matière économique et qui vise à combattre les déficits, l'Allemagne étant comme une espèce de locomotive de l'Europe aujourd'hui, à la vision française qui voudrait approfondir les aspects sociaux et politiques de l'Union européenne. De même, on pourrait l'opposer à la version britannique. On sait que les Anglais ont parfois des intentions de quitter carrément l'Union européenne, et les Anglais ont toujours un petit peu vu l'Europe comme essentiellement une zone de libre-échange et ne participent du reste pas à l'ensemble des politiques communes. On a une Union européenne qui est un petit peu à la carte, puisqu'on sait que le Royaume-Uni, par exemple, ne fait pas partie de l'espace Schengen et n'a pas adopté l'euro comme monnaie. On peut conclure sur le fait qu'en dépit de certaines difficultés qui ont été rapidement abordées dans cet exposé, ce qu'on va retenir, c'est que l'Europe est un espace de paix. C'est-à-dire qu'en l'espace de 70 ans, il n'y a pas eu de guerre en Europe. Or, si on y réfléchit bien, et ce depuis l'Antiquité, jamais 70 années consécutives ne se sont déroulées sans qu'il y ait au moins une guerre en Europe. Donc le principal succès de l'Europe, c'est indiscutablement d'avoir instauré la paix.